Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Grand Angle. Les jeunes ont repris de plus belle le chemin de la migration irrégulière via des pirogues. Malgré les nombreux cas de décès notés dernièrement, ils ne semblent pas découragés. À Rufisque, 13 jeunes pêcheurs ont récemment perdu la vie dans ce périple qui s'est achevé dans des circonstances atroces au large des côtes marocaines. Le déclin de la pêche dans la vieille cité serait l'une des causes de ces vagues de départ observées dans le département. Un reportage de Diombembay et Issapoui. La clameur des vagues semble rapporter les soupirs de l'océan. La mer est sur Malas. Après avoir vu mourir dans ses replis tant de jeunes migrants africains, Rufisque paye un lourd tribut à la reprise du phénomène Barça-Barsac. 13 jeunes du département ont péri dans de cruelles circonstances au large des côtes marocaines en tentant de rallier l'Espagne à bord d'une embarcation de fortune, en empruntant la voie sinueuse des eaux de la Méditerranée pour rejoindre l'Occident. Le souhait des victimes était de rompre avec la misère et l'extrême pauvreté en Afrique. Le rêve, hélas, s'est brisé en pleine mer, à des milliers de kilomètres du prétendu Eldorado qu'ils cherchaient vaille que vaille à atteindre au prix de leur vie. Impitoyable coup du destin. Tiaoulen Dig, localité située dans la commune de Rufisque-Est, est le quartier le plus éprouvé par la tragédie. Si, parmi les jeunes décédés dans ce périple, qui s'est achevé accidentellement à Dakhla, au sud du Maroc, habités dans cette contrée de la périphérie dakaroise, ils ont grandi ensemble et joué dans cette rue, frappée par le deuil. Le plus jeune, Pape Gana Gueye, n'avait que 20 ans. Sa famille est sous le choc. Sa mère, inconsolable. La terrible nouvelle leur est tombée dessus, tel un coup de massue. jéeye bi day ñun ñu ngi ko yëg samedi si ay 17h mais am na ñu ñëw wax ñu mais bi ñu waxee yaayam moom gëmu ko moom nee na day xaar ba am lu ko leer. mais daal après timis c'est la Baye Jaraaf ñi ne moom lañu ñi nekk fee moom lañu vocal si la ñëw def délégation ñëw fekk ñu fee ñu toog si basang bi si la expliqué daal ne si lañ nekk Gana doomu Mame Fassi bi dama yor moto bi si la bokk. La famille traverse une rude épreuve difficile à surmonter, celle de perdre un être cher dans des conditions aussi atroces. Leur fils est mort, son corps jeté dans l'océan. Une fin très avilissante. am sa koor jël ko waajal ko dem denc ji ko si armée fii loolu dara gënu ko neex mais sa doom ñu ne la dee na mu ngi si ndox mi xamoo fan la nekk. Pape Gana rêvait grand, pour lui et pour sa famille, surtout pour sa maman, d'après son oncle qui retient de lui son dévouement au travail. xale bi dafa nekkoon xale boo xam ne ku nangu woon liggéey la di yëngu ci lu bari pour liggéey rek pour seet loo xam ne nii mën na ci am pour dimbali ci ay waajuram. Les Gueye ont déjà procédé au rite funéraire pour que l'âme de Pape Gana Gueye repose en paix, là où il sera rejeté par l'océan. La maison attenante est aussi endeuillée. La famille Cissé a perdu un fils dans ce grand malheur. La demeure ne désemplit pas. Parents, voisins et amis s'y succèdent pour présenter leurs condoléances. Mbaya était le gardien de but de l'ASC Tiaoulen. Célèbre, il était très adulé dans le quartier. Sa mère paraît forte, malgré la souffrance qui l'assaille. ma dégg ñu ne diw vocal mais dañu sonn ni ma xamee sama doom mu ami fulla am fayda am jom su doon dund nu mu métti dina ma vocal jotuma benn vocalam foofu laa njëkk a perdre espoir fu ma dalale sama xel mooy gis naa góoru Tiaoulen dafa sonn ma xam ne teer na ma ne sant yàlla comme yegsi na ba ñu suul ko
metti na ma torop ndax gisuma bàmmeel ñàkk naa sama doom dem na bàyyiluma doom bu ma ko xoolee. L'opportunité d'effectuer l'immigration irrégulière s'est à 2 reprises présentée à lui, mais il a toujours refusé de braver les vagues pour se rendre en Europe, d'après les confessions de son oncle. yàlla xam na ne ma déggee na gaal ko dafa am problème man dama toog ma ne Mbaye dee na te ba ma defee sama analyse dama ne koo xam ne waroon nañ la gaal ne la placé nga ne doo dem si kii kon boo fippoo dem si gaal la forcé nga dafa jëli dee man dama loolu laa wax soxlaay boppam moo ko tax a tukki mais kër gi. Le quartier Guy Mouride porte également le deuil. L'émotion est palpable dans toute la localité. Cette mère de famille sent le monde s'écrouler sous ses pieds. Elle a perdu dans cette tragédie le seul soutien qu'elle avait, son fils, parti à son insu. Serigne Momar Ndiaye est décédé, laissant sa femme seule avec leur fille aînée, un nouveau-né. benn doom la am doom bi ngénteegul ko loolu ma gën a naqari ci dem bi démb dëj nañ ko yëpp jeex wéet naa lool sama xol xam naa ko dee ma gënaloon dund bi ñëwee Serigne Diana. D'après sa mère, Serigne Momar gagnait bien sa vie à Guy Mouride où il tenait un restaurant. Rallier l'Espagne clandestinement ne figurait pas dans ses projets. Du moins, il n'en parlait pas, d'après sa maman. amoon na place bi lu ci am xaalis boo reyam xar mu jeex waay boo nitee dara ku la bëgg a yóbbu fenn nga ba toog jël sa wërsëg moom yàgg naa liggéey di amal boppam yàgg naa liggéey di amal boppam sama doom. Les rescapés de Pudakhla, où ils sont bloqués, ont envoyé des messages vocaux à leurs proches pour leur conter les circonstances dans lesquelles la pirogue a chaviré. Un incendie se serait déclaré à bord avant le chavirement. ñu nettali mooy ñoom dañoo réer bi ñu réeree ñu dem ba seen lekk di bëgg a jeex gaal goo xamante dañ ñëwoon 40 personnes lay yeb mu yeb 100 li ñu wax kon xam nga ni dund boobu nga war a def 5 jours wala 6 jours ci kii daanaka 3 jours yi ngay dundee dund bi nga yóbbu woon bi seen lekk bi jeexee il paraît que ñu ni fi la xeex bi commencé parce que ñu ni waa Colobane Guy Mouride duñu lekk wala waa Thiawlène duñu lekk te ngeen ànd bokk benn objectif ci la xeex bi jolli tàkk am tàkk-tàkk ñenn ñi neer parce que ku neer dem ba sonn boo faatoo dañ lay sànni ci géej gi. Serigne Momar s'est retrouvé piégé dans cette barque en perdition au milieu de l'océan. Il n'était pas seul, son meilleur ami était avec lui. Ahmad Fall aussi n'a pas survécu au drame. Son décès plonge ses frères dans une profonde affliction. Sa famille n'est pas dans le déni. Elle est consciente qu'il n'est plus de ce monde, mais ce qui la chagrine, c'est le mystère qu'elle dit avoir décelé dans les rumeurs colportées sur le décès de Ahmad Fall. parce que li ñu may wax dafa xajam sama xel maanaam dee na dañ ko gaañ dee na def dañ ko sànni si géej mais ba tey bëgg naa xam exact suivi bi lan la man su ma xamee suivi bi lan la sant yàlla parce que yàllaa ñu ko joxoon yàllaa ko yóbbu mais naa xam nen amam la demee parce que bu ñu taxawee na ma dafa xeex ñu jam ko ma dem feneen ñu ma dafa xeex ak benn rab bu newoon si biir gaal gi ñu jam ko. La pirogue ayant emporté ses fils du département aurait pris départ à Mbour le lundi 10 juillet 2023. Ils étaient 65 à bord si l'on se fie au recoupement effectué par la mairie de la commune de Rufisque-Est. 13 sont décédés en cours de route. Le reste coincé à Dakhla. Ils ont été secourus par la marine royale marocaine. Et nous avons l'information que également les personnes blessées, parce qu'il y en a plusieurs, sont dans une structure hospitalière et qui ont besoin d'assistance médicale, c'est normal, et qui ont besoin aussi d'être rapatriés dans les meilleurs délais. Ce sur quoi nous sommes en train de démarcher avec l'autorité centrale. Tous les rescapés de cette tragédie ont été rapatriés une semaine après, grâce à la diligence des autorités sénégalaises. Malheureusement,
Le bilan s'est alourdi entre-temps, passant de 13 à 18 victimes. L'émigration clandestine n'est pas un phénomène nouveau dans le département de Rufisque. Mais cette année, la vieille ville subit un regain de départ de jeunes désespérés. Le maire de la ville de Rufisque explique la résurgence du phénomène Barça Barsaq dans la cité de Mam Koumbalamb par le chômage et le sous-emploi qui tenaille la jeunesse rufisquoise. L'effondrement de la pêche artisanale a exacerbé la misère des familles pauvres dépendantes de cette filière. Le département est un département de pêcheurs. Au-delà de la catastrophe humaine que vit tout le Sénégal par rapport au chômage, à l'absence de formation et de métiers pour les jeunes, nous y ajoutons cette question liée à la pêche qui faisait vivre la ville, le département. Aujourd'hui, qu'est-ce que reste-t-il aux jeunes dont les parents, les grands-parents ne connaissent que la pêche? Que reste à ces jeunes-là aux frontières? Parce que aussi, il faut oser le dire, il y a toute une mafia qui est organisée autour de ça et qui, comme dans les autres secteurs très mafieux, essaie de faire miroiter, de faire amadouer, d'embrigader les jeunes dans un dispositif. Ça, il faudrait que l'État sévisse. Nous sommes effondrés, mais nous gardons l'espoir que ce pays va faire face à ce phénomène. Un tour au quai de pêche de Ndépé nous a permis de constater le déclin de la pêche artisanale. Les pêcheurs rufisquois sont rudement confrontés à la raréfaction des produits halieutiques. Seule une caisse de sardinelles est sortie de cette pirogue qui vient de débarquer sous nos yeux. benn caisse la am te gaal gi fere na plus de 400 000 francs dem géej ñëw teer benn caisse jën donguleen yi nga xam ne géej gi fi mu toll moo amatul jën. Cette disette de la ressource halieutique pousse les pêcheurs à tenter l'immigration irrégulière. Face à cette urgence de survie, des jeunes qui travaillaient dans ce quai ont migré vers d'autres cieux en quête de lendemain meilleur. D'année en année, il y a une rareté extraordinaire, des pillages extraordinaires par des bateaux étrangers et aussi par un manque de défaillance et la surveillance de nos autorités qui donnent à tout moment des licences de pêche, des accords de pêche. Et je pense qu'il est temps d'évaluer ces accords de pêche. En 2006, la première vague de migration qui était partie pour les îles de Canaries, ce n'était pas les pêcheurs. Mais par rapport à celle de 2023, c'est le pêcheur qui part. L'exode massif continue de faire des victimes. Paradoxalement, les morts ne découragent guère les candidats à ce voyage dont l'issue demeure incertaine. Dialguey a une fois essayé d'aller en Europe par voie maritime. Malgré l'enfer qu'il a vécu en haute mer, où il a failli laisser sa vie, il se dit prêt à retenter l'expérience. waaw parce que dañu amul yaakaar ci géej soxna si ak njaboot lañ fi bàyyi. da ngay nekk zone war di faj ci kër gi da ngay ruus am na yoo xam ne day rey as gor moo tax ñuy jaayante nii pour dem Europe waaw tey gouvernement bu defoon li ko war ci ñun kon du benn xale du fi jóge naan mu ngay dem Europe. Le désespoir obscurcit le quotidien de ces jeunes, désœuvrés et paupérisés. Ils n'appréhendent plus leur avenir sur cette terre devenue infertile à leurs yeux. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, en 2022, 559 migrants sénégalais, dont 22 mineurs, ont perdu la vie dans l'Atlantique. Le bilan de 2023 risque d'être plus lourd. Plus de 150 pertes en vie humaine ont été enregistrées depuis le début de l'été. Nous faisons place tout de suite au décryptage avec Pape Mokhtar Sellane. Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'un grand angle. Pour ce soir, comme vous le savez déjà, avec le reportage que nous venons de suivre, la question migratoire sera au menu de cet entretien décryptage
où nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau El Adama Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'Association sénégalaise de lutte contre la migration irrégulière et bienvenue sur ce plateau d'équipage. Merci de votre invitation. Ces derniers jours, on a noté une recrudescence des départs en pirogue vers les côtes espagnoles et marocaines. Vous, en tant qu'ancien candidat à la migration irrégulière, que pensez-vous de cette situation? Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense qu'on ne peut que s'indigner contre cette recrudescence des départs des jeunes Sénégalais ou surtout Africains qui ont ce rêve d'atteindre l'Europe, surtout les moyens. Et tous les moyens sont bons pour que ces jeunes puissent atteindre l'Europe. Et je pense que la voie irrégulière, que ce soit la mer ou la voie terrestre, c'est des situations qu'il faut dénoncer. C'est des situations par rapport auxquelles tout citoyen doit prendre ses responsabilités pour apporter sa voix, pour dire à ces jeunes-là qu'il faut faire très attention par rapport à ces Il y a voies-là. quelques années, vous étiez dans la même situation que ces jeunes-là. Fin 2016, début 2017, vous avez choisi la voie terrestre pour aller en Libye. En fait, à l'époque, qu'est-ce que vous avez motivé pour prendre cette voie irrégulière de la migration? Oui, c'est un problème d'inconscience surtout, parce que moi en 2016, plus exactement, j'ai quitté le Sénégal le 28 octobre 2016 pour aller en Libye. Je pense juste que c'était une expérience facile, c'était une voie facile. C'est ce que ces gens-là, qu'on appelle les passeurs, c'est ce qu'ils vous font croire. C'est très facile d'accéder en Europe, surtout via la Libye. Et j'ai cru à cette idée-là. Et j'ai fermé ma place, ma boutique. J'ai tenté l'expérience et j'ai trouvé que à la fin, c'était vraiment le contraire. C'était une boutique de quoi? De multiservices. Je faisais du transfert d'argent. Et vous avez laissé tout ici pour partir? Oui. Évidemment, j'avais tout laissé. J'avais vidé mes comptes, j'avais vendu mes matériels et je suis parti. Et je pensais que c'était vraiment une expérience facile. C'était alors que c'était une aventure. C'était une mésaventure extrêmement difficile qui m'a coûté beaucoup d'argent, qui m'a coûté du temps parce que j'ai fait 1 an en Libye. Je ne pouvais rien envoyer, je ne pouvais pas travailler. Je travaillais juste pour subvenir à mes besoins. Et je suis resté là-bas pendant 1 an. Et après, je suis revenu au Sénégal. Oui, mais en quittant le Sénégal pour la migration irrégulière, est-ce que vous avez des informations sur les pays de transit, sur les pays d'accueil? Oui, évidemment. Parce qu'à l'époque, en Libye, la sécurité n'était pas au top. Oui, évidemment, avant de quitter, tu vas te renseigner. Tu vas te renseigner à travers des gens qui ont déjà connu l'expérience, surtout les gens qui ont eu à passer de l'autre côté, qui sont arrivés en Europe. Parce que tu ne cherches pas des informations qui vont te décourager également. Même si les gens te disent que non, il ne faut pas essayer. Moi, j'ai eu un copain qui est passé par la même route, mais qui m'a toujours dit, il ne faut pas essayer cette route-là. Et je m'étais entêté et mon langage envers lui, c'était juste, je vais faire comme toi, tu es passé par la même route, je vais passer par la même... Moi aussi, je vais tenter la même route. Tu n'es pas plus homme que moi. Et après l'expérience, j'ai vu que le gars avait raison sur moi. Et j'avais regretté amèrement. Pourquoi des regrets? Qu'est-ce que vous avez vu sur le chemin? Qu'est-ce que vous avez rencontré? Il y a des images que vous avez vues et qui sont toujours ancrées dans votre tête. Oui, tu vois beaucoup de choses. Il y a des choses, même quand tu les dis à la télé ou à la radio, c'est difficile de croire à ces choses-là. Pourquoi exactement? Surtout comme on maltraite les gens, les conditions inhumaines que vivent les migrants dans ces pays-là. Moi, je connais la Libye. J'ai vécu 1 an dans ce pays-là. J'ai vu comment les Noirs sont torturés dans ces pays, comment ils sont exploités, mais comment ils sont emprisonnés de manière illégale en contrepartie de l'argent. On te met dans un coin, dans une maison, on te dit quand tu ne payes pas, tu ne vas pas sortir. Et il y a des gens qui perdent la vie. Et d'autres sont devenus des handicapés à travers ces routes-là. Et moi,
Dieu a fait que je suis revenu sain et sauf, malgré quand j'étais revenu, j'étais très faible, parce que même les gens qui me connaissaient avant ne parvenaient pas à me reconnaître. Et également les conditions inhumaines, mais également le manque de considération qui est sur ces routes-là. Personne ne te considère et les gens te frappent, t'insultent, te traitent de manière inhumaine, ils ne te considèrent pas, ils te font travailler, ils ne te payent pas, tu ne peux pas réclamer. Et je pense que tout ça là, c'est des choses à éviter. Oui, mais malgré les conditions effroyables de départ, de voyage, les jeunes continuent toujours à partir vers les côtes marocaines et espagnoles. Qu'est-ce qui explique ce fort désir de partir? Je pense que, à mon avis, ces jeunes-là, ils pensent que l'espoir se trouve ailleurs. C'est une question d'espoir. Peut-être la vie dans leur pays, par exemple au Sénégal, ils pensent que c'est très difficile. Ils n'y arrivent pas. Certains, après leurs études, ils n'arrivent pas à travailler. Certains, après leur formation, il y a beaucoup de gens qualifiés. C'est pas comme on le pense, que ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de formation. Il y en a plein de jeunes qui ont étudié jusqu'à un certain niveau, mais également il y a plein de jeunes qui ont des formations. Mais pour moi, ce sont les difficultés liées à l'insertion de ces jeunes-là. La politique de l'emploi des jeunes, pour moi, c'est ce qui ne marche pas. On n'intègre pas tous les jeunes. Et je pense que certains se voient expulsés de cette politique-là. Eux, ils pensent que la seule solution, c'est d'aller en Europe, quel que soit le prix. En fait, est-ce que c'est seulement la politique de l'emploi développée par l'État du Sénégal qui peut apporter une solution partielle à cette question migratoire, ou bien les jeunes doivent de plus en plus se pencher vers l'entrepreneuriat, l'auto-emploi? Et je pense que la politique de l'emploi ne peut pas être tout simplement une affaire d'État, mais l'État également doit encadrer ces jeunes-là qui veulent investir dans leur pays. Moi, j'ai tenté, mais il y a beaucoup de charges. Tu mets en place une société ou bien une petite société, mais on ne te donne pas le temps de te développer. Automatiquement, c'est des charges, c'est la location, c'est l'électricité, la fiscalité. Tout le monde est là, on ne te donne rien. Donc, à un bon moment, tu es là, tu ne peux plus y aller, tu risques de geler tes affaires et tu cherches d'autres solutions. Donc, c'est l'État qui est là. Les jeunes qui veulent entreprendre, on doit vraiment les aider à se développer et les encourager également, leur faire savoir que nous sommes là. Nous sommes là pour vous accompagner et nous sommes là pour vous également. Et je pense que cet accompagnement-là, ça manque. Ça manque, vraiment, ça manque. On ne voit que l'État si on doit reverser quelque chose à l'État. Mais on ne voit pas l'État pour booster les jeunes. Pour soutenir les jeunes. Vous, en fait, vous êtes rentré au Sénégal sur la base d'un programme de l'Organisation internationale pour les migrations, un retour volontaire. Depuis votre retour de la Libye, qu'est-ce que vous avez effectué comme activité, comme activité professionnelle pour pouvoir s'en sortir et éviter un autre départ? Oui, depuis mon retour, moi j'avais fait une formation en journalisme et communication. La seule pratique que j'ai eu à faire après mon retour, c'était un stage dans une radio de la place, dans une radio communautaire. À part ça, je ne peux pas vous dire que j'ai fait une telle activité dans mon domaine. Depuis ce stage-là, je n'ai pas pu intégrer une entreprise de presse, par exemple. Donc, raison pour laquelle, comme je ne peux pas rester les bras croisés, je suis un peu dans le tout. Je me réveille le matin, j'essaie de gagner ma vie. Si je dois aller dans une société ou si je dois aller faire autre chose. Donc, c'est du travail, c'est un travail qu'on fait du jour au lendemain. Donc, on n'a pas spécifiquement un domaine dans lequel on évolue jusqu'à présent. Donc, nous sommes un peu dans le tefiyangal, quoi, comme on le dit. Maintenant, vous habitez au niveau de la banlieue dakaroise. Et on sait qu'il y a beaucoup de départs des jeunes en provenance de ces localités. Est-ce que durant votre séjour là-bas, au quotidien, il y a des jeunes qui vous interpellent sur les conditions de voyage, qui ont cette même envie de quitter le pays? Oui, actuellement, beaucoup de jeunes, que ce soit à Dakar, que ce soit dans mon village,
il m'interpelle beaucoup sur la question de la migration. Certains me voient à travers peut-être les médias, certains me voient à travers les t-shirts que je porte. J'ai amené beaucoup de t-shirts à l'effigie de notre campagne de sensibilisation. Quand j'étais dans un projet qui a été piloté par l'OIM, qui s'appelait MAM, l'Organisation internationale pour les migrations, un projet qui a beaucoup changé mon point de vue par rapport à la migration. Parce qu'avant ce projet-là, j'avais l'idée de repartir. Mais avec ce projet-là, j'ai eu d'autres idées que de ne pas partir, surtout par la voie irrégulière. Parce que j'ai rencontré beaucoup de migrants, j'ai rencontré beaucoup de familles de migrants qui nous font des récits très émouvants, des récits plus émouvants même que le mien. Donc, et ça a un peu changé ma vision des choses. Donc ces jeunes-là aujourd'hui, ils me prennent comme conseiller, ils me demandent beaucoup, on discute beaucoup de cela, et je donne mon avis également. Et je pense que notre travail, c'est d'essayer de donner la bonne information, de dire attention aux jeunes, vous voulez partir, mais moi j'ai eu à pratiquer cette voie-là, et j'ai l'impression que, et mon intime conviction, c'est pas la bonne voie. Certains vous entendent, vous écoutent des deux oreilles, d'autres vous écoutent à moitié, mais bon, chacun a la responsabilité de ce qu'il doit faire. Mais nous, notre rôle, vraiment, c'est de dire à ces jeunes-là de faire beaucoup d'attention par rapport à ces voies-là. Mais ce sont les mêmes pratiques que vous faites au sein de votre association, l'Association sénégalaise de lutte contre la migration irrégulière, ou bien vous avez d'autres actions, d'autres cibles dans le pays? Oui, notre association sénégalaise de lutte contre la migration, qui est née récemment, qui a eu son récépissé le mois de juillet de 2022, donc juste un an, donc qui a regroupé des migrants de retour qui étaient dans le projet MAM. Mais après la fin du projet, on s'est dit qu'il faut vraiment essayer de continuer la sensibilisation. Pour ce faire, il faut s'organiser en association. Donc l'association est née des cendres du projet MAM. Donc nous continuons la sensibilisation, nous menons des actions sur le terrain pour sensibiliser les jeunes, les parents et la société de manière générale sur les risques et les dangers liés à la migration irrégulière. Mais également, nous faisons la réorientation, mais l'association également compte également de travailler dans divers domaines, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans l'éducation, parce qu'on voit que après la migration, il y a des jeunes qui veulent recommencer leurs études ou qui veulent faire la formation, mais également qui veulent savoir où aller pour vraiment bénéficier des politiques de l'emploi de l'État. Donc tout ça là, l'association s'active dans ce domaine-là, et je pense qu'avec le temps et avec l'aide de tous ces partenaires-là, et nous sommes à la recherche de partenaires également, les médias ont toujours été nos partenaires parce que c'est eux qui doivent vulgariser les actions que nous faisons, et nous sommes ouverts à tout le monde, et pour vraiment mener les actions de lutte contre la migration irrégulière. C'est pas tout simplement la répression, par exemple, qui va arrêter ce fléau ou qui va décourager les jeunes. Je pense que les jeunes ou bien les passeurs, ces gens qui s'activent dans le domaine de la migration irrégulière, qui font partir les jeunes là, eux aussi ils ont leur tactique pour un peu déjouer nos forces de défense et de sécurité. Exactement. Alors vous portez un t-shirt où on peut lire Tuki Jarul Lakotou, c'était dans le cadre de quelle campagne? Oui, c'était une campagne qui a été menée par l'OIM tout récemment, après la Tabaski. J'étais parti avec l'OIM à Saint-Louis pour mener cette campagne, Tuki Jarul Lakotou. Je pense que quand on peut traduire ça littéralement, c'est voyager ne va pas se cacher. On n'a pas besoin de se cacher pour voyager. Parce qu'il y a des risques. Quand on se cache, on n'a pas la bonne information. Mais quand on se cache également, on échappe carrément au contrôle de l'État. Parce que même les gens, quand les gens se perdent en Méditerranée ou dans la mer, il est très difficile de savoir combien de gens étaient dans les pirogues, d'avoir les bonnes statistiques. Les gens font des estimations. Je peux croire à ces estimations, je peux ne pas croire à ces estimations. Combien de gens étaient dans la pirogue? Qui peut nous le dire? Les gens qui ont les bons chiffres, on ne le voit pas. Parce que eux, ils sont exposés, les passeurs. Est-ce qu'il faut juste les promettre la sanction, ou est-ce qu'il faut sensibiliser ces passeurs-là pour qu'ils puissent renoncer à ce travail-là? Parce que ce sont ces frères et sœurs, leurs frères et sœurs, qui également
subissent les dangers de la migration irrégulière. Exactement. Je pense qu'il faut les sanctionner. Oui, ça c'est une option, mais il faut les sensibiliser également. Exactement. Je pense que c'est une politique qui a été menée au Niger et ça, je pense que ça avait apporté. Donc la lutte doit être globale, quoi. La lutte doit être globale. Il faut associer tout le monde, ne laisser personne en rade. Je pense que c'est ça qui est le bon choix. Exactement. Merci beaucoup, El Adama Diallo. Merci beaucoup, Selam. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Association sénégalaise de lutte contre la migration irrégulière. Merci pour l'invitation. C'est la fin de ce décryptage. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Pape Mokhtar Célène pour ce décryptage. Une note de culture pourra terminer. Il y a de cela quelques mois, toute la famille de la culture lui a rendu hommage, un grand hommage au nom de sa grande carrière, au nom de la danse africaine. Sénégalaise d'origine béninoise, icône de la danse, Germaine Acogny nous a ouvert ses portes à Toubab Dialaw, situé sur la Petite Côte. Sur place, à l'école des Sables, une quinzaine de nationalités venues de chaque coin du monde pour apprendre les différentes techniques de la danse traditionnelle, la méthode Acogny, la danse et Germaine Acogny. Un reportage de Pape Malik Thiam, Souleymane Sy et Omar Beng. Ce spectacle concerne la grande danseuse Germaine Acogny. On doit lui rendre hommage aujourd'hui ici sur scène et on va suivre ça. 23h au Théâtre National Daniel Sorano. L'icône internationale de la danse est célébrée. Germaine Acogny a joué un rôle déterminant dans la carrière de beaucoup de danseurs africains. Elle puise son énergie de nos valeurs. C'est vraiment le miroir de la danse ici en Afrique. Sous les coups de tam-tam, jaillit la silhouette dansante de Germaine Acogny. La représentation, l'écoute, l'attente. Elle a mis vraiment la barre assez haute en fait pour la reconnaissance du travail que nous faisons. Son rayon en termes d'énergie est toujours panafricain. Ce panafricanisme culturel, on le retrouve dans la salle. Diversité, tradition, bref, les cultures du monde. Sur scène, Germaine Acogny, applaudie et honorée. Les artistes sénégalais et vous rendez hommage à Germaine ce soir. Moi, je le fais chaque jour, ou presque, depuis 40 ans, 2 mois et 3 jours. C'est une femme qui a su non seulement s'émanciper, qui a su évoluer, c'est également une mère accomplie qui a su élever ses enfants. Germaine Acogny n'est plus Germaine Acogny. Germaine Acogny n'est plus une identité. Elle est la totalité d'un art, portée au plus haut sommet de son ascension. D'ailleurs, ce sont les artistes qui ont mis le Sénégal dans le cœur de tous les peuples du monde. La politique n'est belle quand elle est portée par l'art, la beauté, la générosité. Germaine Acogny a honoré la culture. Son nom restera. Au nom de son nom, couleurs et lumières sont combinées. Un gong, des artifices locaux, traditionnels, africaines, pour montrer l'Afrique dans toutes ses facettes. Il ne se passe rien d'important dans le monde de la culture sans que son nom y soit mêlé. Technique am bi daf lay dimbali pour nga mun a di use yow sa partie bii nii quoi maanaam comme mu bañ a nekk waaw comme mu bañ a nekk gestuel kese. J'ai été inspirée par ma grand-mère. J'aime beaucoup la lenteur. Ce n'a pas rapport avec ce que je fais, si vous voulez, est tout à fait profane. Mais souvent, ce se rapporte à la spiritualité. Pour illustrer
illustrer la méthode Akogny, dans cette cérémonie d'hommage, le corps immortalise la technique et maîtrise les gestuels. Le rythme plongé dans une sonorité aiguë, pleine de couleurs, enthousiasmant. Ces rituels, il y en a eu avec harmonie. Une symphonie décalée. Presque exotique. Finalement, dans une ambiance générale confondue. La danse est ici, comme Germaine Akogny, consacrée. Les politiques en prennent compte et aident les danseurs à évoluer dans leur art, car c'est un métier. Et si on aide les danseurs à se former ici, ils n'iront pas prendre les pirogues pour aller ailleurs. L'école des sables. Et l'école des sables. L'école des sables. L'école des sables. L'école des sables, c'est la forêt sacrée des temps modernes. Quelques mois plus tard, nous empruntons cette forêt sacrée des temps modernes. Toubab Dialawa, 48 km de Dakar. Ici, les constructions surplombent la mer, l'école des sables. Paul Sagne travaille avec Germaine Akogny depuis près de 20 ans. C'est lui maintenant qui dirige l'école. L'école des sables est un centre de formation en danse traditionnelle et contemporaine d'Afrique qui réunit tous les pays d'Afrique, mais de nos jours qui réunit tous les pays du monde. Et la particularité de l'école des sables aussi, c'est la technique Akogny, la technique Germaine Akogny, qui est une technique assez spéciale de danse. Une façon de danser à part, expliquée par le co-directeur artistique de l'école, dont le rôle est de faire comprendre plus facilement toutes les astuces liées à cette danse. C'est une technique qui est vraiment basée et dansée sur l'esprit de la danse et le développement du corps via la colonne vertébrale. Et elle est liée à la nature autour, à l'imagination, à embrasser sa culture et à embrasser sa personne. Il est 15h, les élèves rejoignent la salle de danse. On a la chance de pouvoir apprendre les danses traditionnelles. Et pour moi qui viens du hip-hop et de l'électro, c'est grave important parce que c'est les racines. Hop. Sur le tapis, une quinzaine de nationalités de tous les pays du monde venues prendre des cours. Pour faire ces formations, il faut avoir une base de danse dans son pays d'origine. Et après pouvoir postuler, mais voilà, il y a une batterie de critères à réunir. On se focalise beaucoup plus sur vraiment la promotion et la transmission de danse patrimoniale de l'Afrique, qui est vraiment une priorité dans l'esprit et la vision de l'école des sables. On s'échauffe, on se prépare en silence avant le démarrage des cours. There is the mental discipline. You have to always be there, always give everything, but also you always have to be happy. Un large répertoire de danses traditionnelles sénégalaises est revisité. C'est un plaisir pour moi de transmettre le savoir que j'ai en moi, de le transmettre aux autres. Moi, je vois bien qu'ils quittent leur pays rien que pour venir découvrir la culture africaine. Ça, vraiment, c'est magnifique pour moi. Pendant que d'autres essaient de retenir les mouvements à reprendre. I'm writing a couple of things, but Ifejini's class is my favorite class. Is the movement or? Some of it's movement, some of it is just my thoughts. But
We were learning about points of the body. J'ai appris des danses congolaises et je vais apprendre encore plus avec la semaine qui arrive. Par exemple, les danseurs, vous faites des cours pratiques théoriques ou bien comment ça se passe? Donc les cours, c'est technique parce qu'on danse beaucoup, on apprend des pas et puis on fait des enchaînements. Après 2 heures de répétition, la maîtresse des lieux fait son apparition. Et c'est le moment de lui montrer déjà ce qu'ils ont appris durant ces 4 jours. Vous êtes fier aujourd'hui? Je suis fier, oui. Par rapport à... Ah oui, je suis fier de ce qui se passe. 25 ans, on tient le coup. On est protégé par les esprits. Par exemple, dans le temps, on allait dans la nature pour faire des cours. Parce que j'enseigne dans la nature, on est inspiré par la nature. Bon, maintenant, si nous avons le poumon vert, justement, nous pourrons continuer à aller dans la nature. Les gens viennent du monde entier pour apprendre la culture sénégalaise. Vous avez vu les danses sérères, les danses poulards, il y aura les danses de la Casamance. Jean Tamba va venir enseigner le répertoire des ballets. Vous voyez? Donc nous sommes les ambassadeurs du Sénégal à travers la danse. Un statut, un savoir-faire propre à elle. Dans la technique Akoni, chaque mouvement a son rythme spécifique. Et chaque mouvement, on leur donne des noms de fleurs, d'arbres, d'animaux. Il y a l'escargot, il y a le nénuphar, il y a le fromager. Nous avons tout dans la danse, n'est-ce pas? C'est la structuration, l'énergie, la bonne tenue, l'élégance, le savoir-faire, la détermination. Il y a beaucoup de qualités dans nos danses. Magnifiées par les élèves. I think that there's more, they're very rich here, very rich rhythms. Aussi par sa petite fille qui en fait partie. Je sais ce qu'elle a dû faire, comment elle a pensé pour créer ses créations. Et aussi, j'ai le privilège de pouvoir lui demander si j'ai des questions, poser des questions et juste d'être fière aussi. Surtout en tant que référence dans le domaine. Avoir accès à Germaine Acogny aujourd'hui, c'est avoir accès à un dictionnaire vivant, c'est avoir accès à la connaissance vivante qui marche. C'est une personne qui a beaucoup de charisme, vraiment beaucoup de charisme et qui inspire beaucoup de connaissances et de grandeur. C'est tellement important de faire partie de l'école de Maman Germaine. À chaque fois, je me dis que je suis muy wol ci walu art walu kom-kom walu santé lepp mu koy def ci biir dëkk bi. Après les cours, les élèves pour la première fois peuvent poser des questions sur la danse à Germaine, assistée par son mari et son co-directeur artistique. Je suis restée longtemps. Après le débriefing, il faut savoir que les danseurs séjournent ici après les cours, les répétitions et les débriefings qu'on vient de voir tout à l'heure. On va aller voir 3 danseuses, Maou, Kiara et Paula, une américaine, une suissesse et une allemande. Elles vont nous dire comment elles perçoivent la danse locale traditionnelle sénégalaise et surtout qu'on représente Germaine Acogny dans la danse ici à l'École des Sables. Depuis qu'elles sont arrivées, elles partagent la même chambre ici à l'école. Toutes 3 danseuses professionnelles viennent pour rechercher des nouveautés. Ici, on voit que c'est vraiment dans la culture des gens et cette richesse des danses, c'est vraiment incroyable. Voir aussi l'icône tant entendue, Germaine Acogny. One word to describe Germaine. One word to describe Germaine. Legacy. Il y en a trop. Impressionnante. Inspiration. Germaine Acogny, référencée, inspire. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui il y a plus de 700 danseurs qui sont formés dans le continent. J'ai été formé par Germaine Acogny. Cette phrase, on l'inscrit en gros caractères dans un CV. C'est inévitable. Elle inspire son monde et ses proches. Je l'accompagne dans des nouvelles créations. Elle fait encore des créations, elle danse encore. Mais semble être mal digérée de ne pas être assez soutenue par les autorités. Une question qu'elle ignore. Je préfère ne pas répondre.
préférez ne pas répondre. Oui. Malgré cela, son école lui donne toujours une joie de vivre. Je vais avoir 80 ans. Je continue à danser. Dieu m'a donné la santé. Et les esprits qui nous ont emmenés ici nous protègent. Madame, je prie. Je prie beaucoup. La prière est une grande force. Et croire, c'est une grande force. Une joie de voir ses petits-enfants danser. Bref, en un mot. La lionne africaine, voilà. Un mot qui résume tout. Cet esprit de danse. Cet esprit dynamique. C'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, nous vous laissons sur le cadrage, carte postale, mais également le sommaire du prochain numéro. Merci, à bientôt. Si vous regardez le nombre de journaux, quand même, c'est une image fidèle du pluralisme au Sénégal. Les radios, c'est identique, la télévision, c'est pareil, les multimédias, les réseaux sociaux s'en rajoutent. Donc le pluralisme, il s'est renforcé au fil des années. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que la couverture médiatique, c'est le fait d'aller rapporter ce qui se passe dans les partis politiques, dans les ministères, dans les communiqués des partis, il y a une couverture satisfaisante de la presse sur l'actualité. Mais la difficulté de la presse, c'est qu'elle n'arrive pas à maîtriser tous les genres. Si vous prenez le cas donc, de la politique, c'est là où, en général, on dit que les journalistes sont alignés soit pour le pouvoir ou pour l'opposition. Mais c'est dans le traitement, il y a une sorte d'amalgame de genre. Quand vous faites un papier commentaire, c'est un commentaire, vous avez une idée, vous donnez ce que vous pensez. Mais vous ne pouvez pas mélanger le commentaire au compte-rendu. C'est là où le journaliste donne ses sentiments, ses impressions, des fois même son opinion sur une question précise de l'actualité. C'est cet amalgame-là qui fait que certains sont considérés comme proches du pouvoir, d'autres sont proches de l'opposition. Donc c'est l'amalgame qu'il y a au niveau du traitement d'abord. Et ensuite maintenant, c'est je crois, une absence de maturité. Il y a une absence de maturité, en ce sens qu'on n'interdit pas aux journalistes d'être membre d'un parti politique ou d'aller au gouvernement. Ce qu'on lui interdit, c'est de vouloir être journaliste et militant d'un parti politique. C'est cette confusion-là qui fait qu'on jette les journalistes en pâture en disant que vous êtes soit du pouvoir, soit de l'opposition. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a un effort à faire pour que les journalistes distinguent le métier du journalisme et l'engagement politique. Tant qu'on ne fera pas cette dichotomie-là, on va continuer à entretenir la confusion et c'est ce qui fait que souvent les journalistes sont maltraités, soit par le pouvoir ou soit par l'opposition. Les journalistes ont toujours fait partie des acteurs politiques, que ce soit au temps du Parti socialiste, vous aviez des journalistes qui étaient dans les organes de l'État, qui se réclamaient du Parti socialiste. Mais vous aviez aussi des journalistes qui étaient dans les services publics, qui n'appartenaient pas au pouvoir socialiste. Des fois même, ils étaient de l'opposition. Cette tendance-là, maintenant, s'est aggravée avec les deux alternances qu'on a eues. Avec les deux alternances de 2000 et 2012, là, on a vu systématiquement les journalistes se ruer vers la sphère politique. Ils sont devenus ministres, ils sont devenus conseillers de ministres, ils sont devenus conseillers municipaux, certains sont devenus députés. C'est peut-être l'alternance qui a ouvert le chemin de la politique. Maintenant, c'est vrai que l'inconvénient de ça, c'est qu'on étiquette les journalistes. Ils sont soit avec le pouvoir ou contre l'opposition. Donc c'est pour dire que le phénomène de l'engagement s'est amplifié. C'est ça peut-être le danger. Le journalisme ne renvoie pas une bonne image à l'opinion. Il faut professionnaliser. C'est évident qu'on n'a pas suffisamment professionnalisé. Je prends l'exemple des régions.
Vous avez aujourd'hui 14 régions, vous avez des collectivités territoriales, mais c'est rare de voir un journaliste aller chercher l'information au niveau des communautés de base. Mais ce qui fait que même la presse régionale, elle n'a pas pu émerger jusqu'à présent. La presse sénégalaise, elle est dakaroise. Elle ne prend pas en compte les questions qui sont dans les régions. Mais il faut arriver à faire comprendre aux journalistes qu'ils doivent décentraliser. C'est d'abord à ce niveau qu'il faut se spécialiser. Au niveau des régions, au niveau collectivités territoriales. C'est à partir de là que vous pouvez vous impliquer soit dans l'économie, dans le social, dans le culturel et même l'immigration. Ce qui fait que la spécialisation, c'est ça où c'est le talon d'Achille de la presse sénégalaise. Elle n'a pas pris le temps de se spécialiser. Bon, c'est vrai qu'il y a des réseaux, des journalistes en économie, des journalistes en population, en sport, mais il n'y a pas de formation. Je crois que c'est la formation dans la spécialisation qui fait défaut. Maintenant, la solution, évidemment, il faut que les organes de presse, que les groupes de presse envoient leurs journalistes pour se spécialiser. C'est dans les écoles de formation qu'on acquiert la spécialisation. Ce n'est pas dans les rédactions. Les gens croient qu'on peut se spécialiser à partir d'une rédaction. Non, on se spécialise par une formation. Vous avez des compétences, vous avez une expérience, vous allez dans la presse, vous vous spécialisez dans un domaine à partir de curricula. Vous ne pouvez pas être spécialiste politique ou économie, mais si vous n'avez pas une formation de base, je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait faire des efforts. J'ai été 2 fois à la direction des investigations criminelles, une fois avec Pape Samba Kane, l'autre fois avec Feu Mamlès Camara. Bon, nous, on a dit, avant de partir, répondre à la direction des investigations, qu'il fallait d'abord mener une bataille psychologique, collaborer avec les enquêteurs, qu'on n'est pas des criminels. On joue, notre métier, c'est d'informer. Maintenant, la police peut nous interpeller. Donc, il a fallu faire un travail psychologique avant d'aller rencontrer les enquêteurs. Bon, heureusement que ça s'est bien passé, parce qu'il fallait expliquer aux policiers qui faisaient les enquêtes réellement quel était notre rôle. On a collaboré en répondant franchement aux questions, et là, le courant est bien passé. Et en partant, il y avait un commissaire qui était le chef de la DIC. Bon, on lui a dit, mais vous là, vous nous amenez, vous nous libérez, c'est comme si nous, on est des criminels. Et en partant, on lui a dit que bon, si vraiment il y avait quelque chose à dire sur la DIC, c'était bon, qu'ils avaient des machines vieillottes. Ah, ils travaillaient dans des conditions terribles, difficiles. Et c'est comme ça qu'on a pu parler aux policiers, qu'on a pu discuter. Et puis c'était relax. Ils ont compris que le journaliste, ce n'est pas un criminel, c'est quelqu'un qui exerce son métier. Et ensuite, les conditions de travail, de la sécurité sont pratiquement les mêmes conditions de l'époque. On travaillait dans la presse dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'y avait pas d'ordinateur. Les gens travaillaient à la main. Les gens n'avaient pas de moyens de transport. Les gens vivaient dans des conditions difficiles. Mais c'est cet échange qui nous a permis d'avoir de bonnes relations avec ces commissaires et ces enquêteurs. Et on s'est quitté vraiment en de bons termes. C'est ça l'histoire de notre passage à la DIC. Et ça nous a permis quand même de mieux comprendre comment fonctionne la police. Et je pense que le journaliste, il a intérêt à comprendre comment fonctionne la police, comment fonctionne la justice, qu'il y a une bataille psychologique qu'il faut mener, que le journaliste doit se libérer, collaborer avec la justice, avec la police, et apaiser les relations. Parce que souvent, les relations sont conflictuelles à partir de l'imaginaire de la police. Que le journaliste, il dit du n'importe quoi, il fait du n'importe quoi. S'il est devant la police, c'est la répression qu'on met en avant. Et je crois que ça, j'ai beaucoup appris sur ces 2 cas de passage à la DIC.
Même les plus petits succombent aux écrans, consoles, tablettes et smartphones tombent dans les mains des enfants de 0 à 6 ans. Nombre d'entre eux les regardent au moins 10 minutes par jour. Un combat quotidien pour les parents. léegi tax na kër gi amatul maanaam cohésion boo xam ne dañuy toog waxtaan. Vous avez des risques élevés de diabète chez les enfants. Vous avez des risques élevés de problèmes cardiaques chez les enfants à cause de cette surexposition aux écrans. Il est clair que si vous créez un tube humain plus attaché au matériel qu'aux humains, c'est comme si vous êtes en train de former un robot. Insensibilité par rapport aux valeurs, insensibilité par rapport aux usages et aux coutumes. Donc vous êtes en train de créer cela. Mais vous êtes en train aussi de créer une sorte d'insensibilité sur le plan affectif qui fait que cet enfant s'attache difficilement à quelqu'un. On peut constater que, par exemple, l'enfant a des problèmes de concentration. Il y a des enfants qui ont des problèmes de sommeil et qui sont causés par l'écran. Et ça, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Parce qu'on sait que l'écran diffuse, par exemple, de la lumière bleue. Et cette lumière bleue-là peut avoir une répercussion sur la production d'une hormone qu'on appelle l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine. Si, par exemple, qu'on est en train de manger un repas en famille, et même la télévision est là, et tout le monde est pointé là-bas, on est en train de dire aux enfants qu'on valorise plus regarder ça que de passer du temps ensemble et de parler. Un grand jour pour l'armée sénégalaise. La marine nationale, pour la première fois de son histoire, a l'honneur d'accueillir son premier navire lance-missile Wallo. Plus d'un an après sa mise à l'eau à Concarneau en France et sa prise d'armement pour des essais, le patrouilleur de haute mer fait cap sur Dakar. Après 10 jours de navigation, le PHM Wallo s'est approché des côtes sénégalaises.